Je passe la parole donc à Jean Guignoni, qu'on accueille avec plaisir ici au Pays du Chinonais. Alors, Jean Guignoni est un urbaniste. Hein, il est actuellement directeur de l'agence Aqua Alta, spécialisée dans l'accompagnement des stratégies territoriales et urbaines. Vous êtes auteur d'un ouvrage sur la transition foncière en 2023. Vous avez suivi l'élaboration des programmes Petites Villes de demain et Cœur de Ville. Il y a des représentants ici de ces différentes formes, je dirais, de relance qui ont été opérées par le gouvernement. Vous avez une solide expérience à la fois locale, puisque vous avez accompagné des collectivités locales, mais je crois savoir que vous avez fait un petit séjour dans les cabinets ministériels et que vous avez également travaillé au niveau de l'Europe, dans notamment au niveau du Conseil européen. Donc, nous avons donc manifestement affaire à un expert, et donc on espère que vous allez nous éclairer sur toutes les questions qui nous taraudent aujourd'hui autour du développement, de l'aménagement du territoire. Alors, vous avez souhaité, intituler votre intervention « Habiter sans dénaturer », ça fait assez le lien avec la conclusion de Perrine. Donc, je vous laisse la parole. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour cette introduction, Monsieur le Président. Merci à tous aussi de m'accueillir ce soir ici. Je remercie également tout particulièrement Perrine pour son invitation également, et puis la communauté de communes de Chinon-Vienne-et-Loire, avec laquelle on y reviendra plus tard, mais on a eu l'occasion de conduire une étude de stratégie foncière vraiment juste avant, pendant la fin du bilan de ce SCOT. Et vous l'avez mentionné, effectivement, moi je me suis occupé pendant 5-6 ans d'Action Cœur de Ville, qui au fond était, je l'ai découvert en l'élaborant, en la concevant, en accompagnant les territoires qui en étaient lauréats, qui était une politique du ZAN avant que ce mot il existe, c'est-à-dire une politique de sobriété foncière, de lutte contre l'étalement urbain, de recyclage de l'existant, et avec une vision de plus en plus large de cet existant, avec l'idée que le patrimoine, et on va le voir aujourd'hui, c'est quelque chose dont probablement il faut élargir la notion, et qui n'est pas seulement le patrimoine au sens classé, inscrit, historique, mais qui est bien pratiquement tout ce qu'on a sous les yeux, patrimoine bâti, bien sûr, mais non bâti aussi, patrimoine naturel et vivant. Aujourd'hui, je voulais vous proposer de faire un petit... on est dans des temporalités, on l'a vu avec le SCOT, qui sont à la fois longues pour de l'action politique, puisqu'elles dépassent largement le cadre d'un mandat, et en même temps courtes à l'échelle de ce dont on va parler, puisqu'on va parler des sols. Et un élément que je n'ai pas beaucoup repris, parce que je n'ai pas voulu être trop technique sur la question de la formation des sols et ces sujets-là, mais donc je le dis en introduction, avec les sols, on est sur un sujet... même si on pense qu'on peut artificialiser, renaturer comme ça à droite quand on fait quelque chose à gauche, on est sur un sujet qui nous emmène dans une temporalité qui n'a rien à voir. Le temps de constitution naturelle d'un sol, c'est plusieurs siècles, voire plusieurs milliers d'années pour faire 1 centimètre de sol. C'est ce qu'on appelle la pédogenèse, la constitution des sols. Et donc, ça nous invite aussi, rien que savoir ce fait-là, à se dire qu'on a affaire à un patrimoine avec les sols, et à quelque chose qui est d'ailleurs à la racine de notre patrimoine agricole, sylvicole, paysager. Et donc, je voulais revenir un petit peu sur cette notion de sol avec vous, puisque vous l'avez dit, Monsieur le Président, le SCOT, c'est un document où on matérialise l'usage des sols, mais voilà, prendre le temps de se dire, est-ce qu'on sait bien de quoi on parle, puisqu'au fond, cet objet, il est loin des yeux, et donc peut-être est-ce pour ça qu'il a été longtemps loin du cœur. Je vous propose donc de descendre un peu sous terre. Alors j'ai trouvé très opportunément cette citation de Rabelais. Alors ça va pas plaire à ceux qui ne sont pas du Chinonnais très précisément, puisqu'il cite Chinon, mais bon, il est, j'imagine, l'apanage de l'ensemble de votre territoire, cet auteur-là. Et je vais vous proposer de descendre sous terre très rapidement pour s'ouvrir un petit peu l'esprit au tout début. Ça, c'est la vision qu'on a de l'enfer en Occident. Ça, c'est Dante, c'est l'enfer chez Dante. Ça vous dit quoi? Ça vous dit que au centre de la Terre, on a le pire. On a envoyé l'enfer dans toutes nos mythologies. Plus on monte dans les cieux et plus c'est divin, c'est parfait, c'est génial,
plus on descend sous terre et plus c'est terrible, c'est enfermé, c'est l'Hadès, voilà. Même d'ailleurs dans notre philosophie, là je vous ai mis une petite image qui représente la caverne de Platon. Tout ce qui est sous terre est le royaume des illusions et non pas de la vérité révélée. Il faut sortir, vous le savez comme moi, de la caverne pour être un petit peu doué de raison et voir la vérité. Donc tout ça pour vous dire que toute notre culture, on ne le voit pas, on ne le sent pas, mais c'est comme les sols, c'est sous nous, c'est à l'intérieur de nous, c'est comme ça qu'on nous a éduqués. Toute notre culture nous pousse à oublier les sols, et d'ailleurs exister, le verbe exister, ça veut dire exister, ça veut dire se tenir hors des sols. Voilà. C'est sortir de cette condition matérielle qui nous attache au sol. Donc voilà, c'est pour le dire collectivement, on a collectivement un préjugé défavorable à l'égard de ce qu'on a sous les pieds. Et c'est ce qui fait que les sols, qui sont porteurs d'un certain nombre de fonctions, pourquoi on va traiter de ce sujet, pourquoi ce sujet aujourd'hui devient, il monte irrésistiblement aussi, il devient un peu crispant et puis en même temps central, c'est parce qu'il articule toutes les autres transitions. C'est-à-dire que dans les sols, vous avez des fonctions écologiques qui sont remplies, et elles sont, alors, au nombre de 4 ou 6 selon la science, 4 selon la loi climat et résilience, qui n'en retient que 4 principales qui suffisent largement. La séquestration de carbone, une fonction climatique, le support de biodiversité, donc le fait d'accueillir et de permettre l'habitat de la biodiversité, une fonction hydrique aussi, évidemment, d'infiltration, de réserve de l'eau, etc. Et puis une fonction agronomique qu'on connaît bien, ça crée de la biomasse, et voilà. Et puis, il crée aussi tout un tas de services, alors ça c'est plus large que les fonctions un peu intrinsèques, c'est toute son utilité pour nous. Et c'est pas étonnant avec le préjugé que je viens d'aborder, et bien que nous, humains, on se soit pendant des siècles, et puis surtout depuis la révolution industrielle, plutôt préoccupés des services qui sont moins relatifs à ce qu'il y a dessous, quoi. Mais plus à ce que ça permet, à ce qui peut être remonté, donc aux services, bien sûr, qui permettent agronomiques, de fournisseurs de ressources aussi, et puis de supports de construction. Donc on a eu ce rapport au sol qui nous a tendu, qui nous a poussé à aller vers, au contraire, à sortir de leur réalité, que je vous ai mis là en haut, et à aller vers de l'abstraction. C'est-à-dire que là, aujourd'hui, on n'a parlé que de la partie, au fond, quand on y pense, franchement, c'est la partie la plus complexe de ces 3 images. Et pourtant, quand on parle d'usage des sols, on parle généralement pas de sol, en fait. Maintenant, on commence à le sentir, on commence à le comprendre, on parle de foncier. C'est-à-dire, on parle de cet objet qui, depuis des siècles, alors on pourra en faire l'histoire de ces désencastrements un peu, mais on a sorti la réalité matérielle du sol pour le considérer comme, ça veut dire quoi foncier, en notariat, etc. Ça veut dire un bien fond, c'est-à-dire un actif, un truc qu'on s'échange, qui est créateur de valeur économique, on sait, qui a une réalité plus de l'ordre d'un actif et donc un peu immatériel. Donc en fait, on est allé dans un degré d'abstraction, on peut passer par la notion de terrain où déjà il y a un périmètre, alors que le sol, lui, c'est une continuité, il ne connaît pas de barrière cadastrale, par définition. Et donc on est allé dans un degré d'abstraction croissant. Alors pourquoi est-ce qu'aujourd'hui cet oubli-là, pourquoi ces sujets-là sont en train de refaire surface et pourquoi on s'y reconnecte? Alors en grande partie, évidemment, à cause du dérèglement climatique, mais aussi de notre exposition au risque, de tout un certain nombre de sujets et aussi d'enjeux de souveraineté. J'ai vu que la capacité vivrière de l'agriculture pour les collectivités figurait en bonne place dans les préoccupations pour le SCOT. Donc là, on est dans des enjeux de souveraineté aussi, mais alimentaire. Et d'ailleurs, ça c'est une évidence, mais bon, ça vaut le coup de le rappeler, 95% de l'alimentation des humains dépend de nos sols. Même la question du carbone dépend de nos sols. Il y a 2 à 3 fois la quantité de carbone dans les sols qu'il y a dans l'atmosphère, et toutes les stratégies énergie-climat dont vous entendez parler au niveau national ou qui existent au niveau européen, quand par exemple on se dit qu'on va être neutre en carbone en 2050 au niveau européen, ça repose sur des plans nationaux, et par exemple, il repose
presque tous sur une modélisation de la capacité de séquestration de carbone par les sols. Et généralement, c'est pas bon signe parce qu'en fait, c'est assez surévalué. On est en train de paniquer en ce moment parce que, par exemple, comme les nôtres, les forêts finlandaises et scandinaves subissent un fort dépérissement forestier. Hein. On connaît le même sujet, nous, en France. Je ne sais pas si vous suivez ce que nous dit l'IGN et le gouvernement là-dessus, mais c'est assez préoccupant. Et donc, chez eux, ça a fait baisser drastiquement leur capacité à séquestrer du carbone. Donc, en fait, leurs objectifs de transition énergétique et de neutralité carbone sont mis à mal à cause de leur capacité des sols à les séquestrer. Et là, je vous ai montré un petit peu des ordres de grandeur qui existent et qui nous montrent qu'effectivement, plus on va vers certains types de cultures et plus on va vers de l'artificialisation, c'est sûr, et plus on perd un peu de carbone dans les sols. C'est donc carbone, alimentation, biodiversité aussi. Alors ça, c'est un chiffre qui en plus, comme je le disais, c'est une science qui est un peu en train de connaître les sciences des sols. Alors la science des sols, ça s'appelle la pédologie, mais c'est un peu en train de connaître une renaissance, et donc ça progresse beaucoup ces dernières années. Il y a encore quelques années, on pensait que c'était entre 25% et un tiers de la biodiversité du monde qui était dans les sols. Quand je dis dans les sols, c'est dessous, vraiment. Et en réalité, depuis 4-5 ans, il y a de nouveaux consensus scientifiques, on est plutôt autour de 60%. Et on parle de choses, c'est-à-dire, y compris ce dont dépend notre santé, puisque 99% des antibiotiques reposent sur des bactéries que vous trouvez dans le sol. Bien sûr, l'eau, je l'ai cité. J'avance un petit peu. Le puits de carbone, je viens de vous en parler. Et alors, si je vous passe toutes ces motifs pour lesquels on se reconnecte à cet enjeu des sols, c'est parce que alors moi je suis urbaniste, donc je viens plutôt du côté justement de ceux qui font de l'aménagement du territoire ou de l'aménagement urbain, et on l'aborde d'habitude plutôt sous l'angle de l'atténuation du changement climatique. Donc par exemple, renaturer un milieu urbain pour rafraîchir et éviter des vagues de chaleur ou des îlots de chaleur. Donc, sous l'angle de après, sur atténuer parce que c'est la nature et donc elle va nous aider à vivre mieux le réchauffement. La vérité, c'est que l'IPBES, qui est le sorte de GIEC pour la biodiversité au niveau de l'ONU, nous explique qu'en fait, c'est le meilleur levier de travailler sur les sols, non pas seulement pour atténuer, mais pour s'adapter, mais c'est le meilleur levier pour stopper le réchauffement climatique. C'est celui qui a le meilleur rapport coût-efficacité, c'est-à-dire que la sobriété foncière, c'est le truc le moins coûteux pour travailler contre le dérèglement climatique. Parce que sinon, généralement, c'est un peu ex post ce qu'on va faire. Alors, on savait ça, on le sait de plus en plus avec le temps. Et là, je voudrais prendre un temps qui est plutôt lié à l'histoire de nos politiques publiques. Parce que c'est vrai que dans le débat, et puis pour peu qu'on n'ait pas trop suivi, on a vu arriver cet acronyme qui en plus est affreux, hein. Enfin moi je le pense aussi, ZAN, quoi, zéro artificialisation nette, qui a crispé beaucoup. Mais voilà, il y a eu aussi beaucoup de discours disant ah bah c'est nouveau, on nous prend de court, laissons-nous le temps. Je voudrais revenir un petit peu sur l'histoire de notre usage des sols. L'aménagement du territoire, il est né avec ce principe-là, avec l'idée qu'on allait avoir une gestion économe de l'espace. La DATAR, elle est née avec une mission qui s'appelait la mission Racine, où on organisait des stations balnéaires sur la côte languedocienne pour pouvoir préserver des fenêtres vertes et justement préserver des grandes fenêtres de nature restaurées et renaturées, là où c'était des marais, là, le long de la côte languedocienne. Donc elle est née avec cet objectif de gestion économe de l'espace. On a développé des politiques publiques entières, comme celle des villes nouvelles, avec l'objectif de gestion rationnelle de l'espace et de préservation de fenêtres vertes entre les métropoles et ces villes nouvelles. En attendant, voilà ce qui se passait. Je vous ai mis des photos aériennes, c'est toujours bien d'en revoir de temps en temps. En 50 ans, on n'est pas dans la région du tout, là, en revanche, on est autour de l'aéroport de Rennes. Voilà. Et alors, il se passait ça avec une salle des machines qu'on a véritablement mise en place, qui a servi en réalité pas trop à gérer de façon économe l'espace, hein, qui était pourtant au principe de la création de ces grandes
politique publique qui disait on va gérer de A. La vérité, c'est que c'était plutôt des instruments pour spatialiser la croissance. Période de forte croissance annuelle, les 30 glorieuses, et donc on crée tout ce qui nous sert aujourd'hui à faire de l'aménagement et de l'urbanisme. On crée les zones d'activité, les zones d'aménagement concerté, on crée les DUP, on crée tous les outils fonciers qui vont permettre aujourd'hui de considérer que le foncier, c'est vraiment un intrant, un input dans notre croissance. C'est j'ai besoin de foncier, je le fais passer dans la gîte, je le transforme, paf. Dans un modèle qui est du coup très linéaire. Très linéaire au sens comme un modèle de production, et puis très linéaire géographiquement. Parce que généralement, en fait, on fait ça avec une parcelle, et puis après, on fait la même chose avec la parcelle voisine, et puis ensuite, on fait, voilà. On se repréoccupe rarement, ou trop peu, on a mis trop de décennies à se repréoccuper justement de circularité. Voilà, et donc on se retrouve avec des scénarios où on avance vers au mieux le statu quo, mais c'est qu'un des scénarios. La plupart des scénarios, ça va être aussi de la sous-occupation. On a parlé de typologie des biens. Les villes petites et moyennes que voilà, je connais bien sont remplies. Je parlais avec un maire qui, je me souviens, essayait d'organiser des complexes trajectoires résidentielles entre des différentes ceintures périurbaines et puis son centre-ville, parce qu'il avait beaucoup de veuves en fait, qui habitaient de grandes maisons de 4, 5, 6, 7, 8 pièces. Voilà, donc sous-occupation, c'est un vrai sujet, je pense que tout le monde l'a touché du doigt sur ces territoires. Ou pire, dégradation et vacances avec le stade terminal qui est la friche, évidemment. Alors, dans cette histoire-là, on a progressé, puis en l'an 2000, il y a eu cette loi qui est plus connue pour ses objectifs de logements sociaux, la loi Solidarité et Renouvellement Urbain, mais qui introduisait des dispositifs disant justement, bon, ben voilà, ces 50 dernières années, au fond, on avait ce principe de gestion économe de l'espace, mais il n'était pas dans la loi, donc on l'inscrit dans la loi, donc gestion économe de l'espace, c'est un des objectifs obligatoires des PLU. Bon, pas d'effet notable sur la consommation foncière, sur la consommation d'espace, et donc en 2014, la loi Allure dit, qui est connue elle aussi plutôt pour d'autres sujets, mais dit, bon, bah, la gestion économe de l'espace, d'accord, mais bon, puisque ça n'a pas marché, on va mettre des objectifs chiffrés cette fois-ci dans les SCOT qui sont obligatoires, et on va faciliter la densification. Bon, bah, pas d'effet non plus. Voilà, donc c'est quand même l'histoire d'un échec répété, comme je le disais dans la slide de titre. Donc voilà ce qui se passe, c'est-à-dire que il se passe une progression assez continue de l'artificialisation en France, partout en Europe d'ailleurs, hein, mais vous allez voir qu'on est assez fort. Sans s'arrêter, vous voyez là qu'il y a une baisse. Alors c'était plutôt la suite en fait de la crise de 2008 et de la crise des dettes souveraines, où là ça a baissé un peu, et puis depuis on voit que c'est assez remarquablement stable, malgré donc ces objectifs qu'on se donne et ces demandes d'objectifs chiffrés, etc. Donc l'historique il est là en fait, l'historique il est là. Et alors on pourrait se dire oui, bah, c'est pour accompagner comme toujours, et comme on le disait comme dans les 30 glorieuses, la croissance économique ou la croissance démographique. Et ben, quand on ramène ça à la croissance démographique, là je les ai mis ensemble en base 100, c'est-à-dire je les ai ramenés à un équivalent en 2006, on voit qu'il y a un découplage assez complet entre la croissance des surfaces qu'on artificialise et puis la croissance de la population. Voilà. Et bon, ça en plus, pour le coup, c'est un peu une particularité française, dans le sens où là-dessus on est champion d'Europe. De consommation par habitant. On va 4 fois plus vite en moyenne que notre démographie. Et donc ça donne quoi? Ça donne que la plupart des sols aujourd'hui sont dégradés en Europe comme en France. C'est-à-dire qu'ils ont au moins une fonction qui ne marche plus, carbone, eau, voilà, ça veut dire qu'il y en a au moins une qui est dégradée. Et qu'il y a ce chiffre qui circule. Alors, il est plus ou moins injuste, hein, c'est vraiment un ordre de grandeur, franchement il est débattable, mais c'est pour illustrer la carte que je vous ai montrée tout à l'heure. Alors le problème c'est que ça se fait, on a beaucoup parlé d'agriculture, ça se fait à 90% sur des terres agricoles. Moi je me souviens d'une journaliste qui m'avait appelé pour me dire oui, les chiffres des notaires sont tombés, chute drastique des ventes de terrains à bâtir, c'est un drame. Non.
Je ne sais pas, un terrain à bâtir, l'autre nom, c'est une parcelle agricole. Hein. Donc, ça veut dire aussi chute drastique de la consommation de terres arables agricoles. Donc, elle se fait principalement, enfin quasi exclusivement là. Et elle entraîne aussi une exposition accrue au risque. Ça, on le sait, on l'a vu partout. Il y a eu des exemples là récemment, ces dernières années, assez tonitruants. Hein, à Valence, en Espagne, qui a artificialisé à une vitesse folle. Pour le coup, Valence, qui a enlevé tous ses vergers sur les hauteurs de Valence à une vitesse stratosphérique. Et donc ça a un coût. C'est des pertes qu'on socialise collectivement dans le temps, hein, c'est-à-dire c'est l'État et les assureurs qui les prennent en charge lorsque survient le sinistre, et puis bien sûr les particuliers qui sont les premières victimes. Et évidemment, ça ne concerne pas que l'eau, ça concerne, même si c'est lié à l'eau aussi d'ailleurs, mais ça concerne aussi les retraits gonflements d'argile qui sont en train d'exploser en France. Et voilà, les autorités commencent à... Il y a certains, notamment, cas qui commencent à statuer sur le fait que, oui, si en fait, il nous manque une de ces fonctions essentielles des sols, probablement qu'il faut se poser des questions. Ça a été le cas à Toulon, où, pour la première fois, il y avait quelques communes du Var qui avaient pris des permis de construire qui étaient valides du point de vue qui avaient reçu des demandes de permis de construire qui étaient valides du point de vue de l'enveloppe du bâtiment, etc. Et les communes qui faisaient face à une sécheresse terrible, apport de citernes l'été, etc., depuis déjà 2 étés de suite, ont dit non, je ne l'accorde pas pour manque de la ressource en eau, alors ça a été attaqué. Et le tribunal a fini par statuer que si, en fait, on pouvait refuser un permis de construire pour manque de la ressource en eau, si c'était suffisamment critique sur le territoire. Alors, ce panorama explique un petit peu l'agenda qui nous concerne en ce moment, en fait, et qui est parfaitement incomplet. Ça, en revanche, on va y revenir. L'agenda donc du zéro artificialisation nette qu'on a cité, qui dit quoi? Qui dit on doit faire un petit effort de réduction un peu global du rythme d'ici, gros effort de réduction du rythme d'ici 2031, et puis on doit être neutre comme sur le carbone. Ça c'est toujours un peu des doigts mouillés. On se projette en 2050 et puis on dit on va être neutre en 2050. Et donc c'est un peu ce qui a été fait pour les sols comme pour le carbone. Évidemment, le gros manque de cette loi et qui suscite tant de débats, il y a les sujets de fond sur lesquels je pense on reviendra lors des questions et des débats, mais c'est qu'effectivement, elle ne prévoit pas du tout des moyens en matière d'ingénierie, de compétences et un modèle économique à la hauteur aujourd'hui de la révolution qu'elle demande. Voilà, il y a également un agenda, ça je vais vite, mais il y a également un agenda qui est européen derrière. Il n'explique pas la loi climat et résilience qui est précédente, ça elle est vraiment, c'est une particularité française, mais il faut savoir que derrière il y a des objectifs de restauration de la nature qui ont été fixés au niveau européen, assez ambitieux. La France du coup est en train de décliner ce règlement européen, elle est en train d'élaborer un plan national de restauration de la nature. Et il y a des objectifs de surveillance des sols, de l'état des sols, qui viennent d'être adoptés cette année par l'Union européenne. Voilà, alors pour conclure un petit peu sur cette, sur ce cadre et à partir de cet agenda, qu'est-ce que ça nous invite à faire? Ça nous invite à établir déjà des nouveaux modèles de connaissances, parce que comme on le voit à partir de ce prisme-là, on a l'impression qu'on connaît bien nos sols quand on connaît bien sa trame cadastrale ou son foncier. En fait, ça ne suffit pas. Il faut se demander un petit peu ce que font les sols. Ça invite à changer de modèle technique, parce qu'on ne va pas faire les mêmes choses, évidemment. On va aller vers des bâtis qui existent déjà. On va aller vers des situations urbaines plus complexes, donc il y a des compétences architecturales, d'ingénierie, etc. qui vont être nouvelles, et il y a évidemment un sujet de modèle économique, je l'ai dit, qui était majeur, qui peut se traiter déjà sans attendre de réforme, mais qui est nécessaire à mon sens, mais qui peut se traiter avec une stratégie fiscale, locale et régionale,
et avec le recours à la compensation écologique qui peut apporter des fonds aussi. Et voilà, donc c'est l'ensemble de ces modèles-là qu'il y a à revoir. Je vous donne quelques tout petits exemples pour illustrer ça. Donc là, je suis à Saint-Quentin dans l'Aisne, mais ça c'est le niveau quand même pour se remettre bien en tête, c'est le niveau de notre connaissance foncière. Je veux dire, chaque petite unité ici, aujourd'hui, vous avez une IA qui est capable de vous dessiner un projet quasiment parce qu'elle a toutes les règles des PLU qu'elle peut aller chercher, etc. On a une somme d'informations à cette échelle-là qui est stratosphérique. Et si je vous mets en face, voilà, l'information pédologique, donc l'information sur les sols que l'on possède, si la ville n'a pas fait de sondage spécifique, on dirait un enfant de 5 ans qui a peint la carte, et en plus on s'aperçoit qu'il y a un trou, puisqu'en fait toute la photo, c'est qu'en fait on n'a pas de données sur les sols urbains. Voilà. Donc, et le petit carré rouge, là, c'était le zoom que j'ai fait précédemment avec la trame cadastrale. Donc on n'a pas cette info-là. Donc des villes commencent à le faire. Elles utilisent de l'argent public, hein, il n'y a pas de secret. Elles candidatent à des AMI, en l'occurrence de l'ADEME, l'Agence de la transition écologique. Voilà, et là, la ville de Ris-Orangis, par exemple, elle a réorienté tout son PLU après avoir fait une campagne énorme, puisque vous voyez l'échelle de sondage dans ces sols. Et alors c'était la particularité de cette démarche, c'est qu'elle est allée aussi dans des sols privés. Il y a eu un gros travail de concertation avec les habitants. Elle est allée aussi mesurer, pas seulement dans le domaine public, quoi, dans les sols privés pour savoir. Et alors, il y a des choses qu'elle a réorientées, parce qu'elle avait d'anciens terrains de l'État qui étaient des réserves foncières que l'État avait fait pour la ville nouvelle, et sur lesquelles, en fait, elle s'est aperçue qu'elle avait une fertilité incroyable. Et elle était en projet d'accueil d'agriculteurs, justement, pour avoir un peu de vivrier. Voilà. Elle s'est dit, bon, bah, surtout pas, celle-ci, je vais réorienter complètement leur affectation. Donc, ça commence un petit peu. Des nouveaux modèles techniques, je l'ai dit, alors ça, c'est à travers, évidemment, les politiques publiques qui ont été mentionnées. Heureusement, j'ai entendu au Congrès des maires la semaine dernière qu'ils relançaient Action Cœur de Ville. On commence à faire voilà, ce genre de guide comme à gauche, où en fait on essaye d'aider au bricolage, parce que c'est un bricolage sacrément complexe, à chaque fois sur mesure, hein, le montage d'opérations sur de l'existant, sur du recyclage. Faut se dire quand est-ce que je vais chercher l'Agence nationale de l'habitat, est-ce que je peux mettre Action Logement, est-ce qu'il y a une foncière commerciale que je peux utiliser pour les rez-de-chaussée. Bref, c'est des enjeux de montage qui sont tout de suite assez complexes. Et évidemment, ça s'applique aussi au foncier agricole, sur lequel désormais il pèse plusieurs possibilités de renaturation. On oublie souvent qu'on peut faire de la renaturation du vert sur du vert, c'est-à-dire restaurer les fonctions des sols ou restaurer un habitat écologique sur des anciennes parcelles agricoles ou sylvicoles, ou au contraire les réserver pour les remettre en culture, comme c'est le cas ici avec la SAFER. Et donc voilà, il y a des territoires qui commencent à reprendre le sol comme une ressource, et donc une ressource globale sur laquelle ils vont appliquer la séquence qu'on doit appliquer sur une ressource, c'est-à-dire d'abord éviter de la dégrader, ensuite sur les impacts qu'on va quand même avoir, les réduire au maximum, et puis sur ceux qui sont résiduels, les compenser si possible. Et donc il y a un certain nombre de territoires, là j'ai mis l'exemple d'un des lauréats de la MISAN de l'ADEME, qui s'est mis à scorer chacun de ces fonciers pour savoir comment le mettre dans cette séquence, éviter, réduire, compenser pour ces sols. Et donc ça nous oblige à aller vers un modèle un peu plus circulaire, dans l'éviter, c'est-à-dire à avoir recours au maximum, et on débattra des sujets, oui, ça coûte cher, ça coûte cher et c'est compliqué, mais à recourir au maximum à toute la panoplie du recyclage. Ça veut dire quoi? Elle est large en fait, cette panoplie. Ça veut dire réhabilitation, ça veut dire restructuration entre deux immeubles parfois, ça veut dire transformation d'usage, quand il y a des équipements publics qui commencent à être complètement sous-utilisés, quand il y a c'est parfois moins le cas dans les territoires ruraux, mais quand il y a des bureaux qui commencent à être vacants, ou des usines ou des commerces qui commencent à être vacants, quand il y a des friches, évidemment, ça, pareil, j'ai quelques exemples à vous donner le cas échéant. L'intensification des usages, la réduction ensuite, c'est-à-dire même quand on y va, on artificialise quand même, ça peut être fait en densification douce. On a eu des
des potentiels sur lesquels peut-être reviendra M. Fouché, intéressants sur la Chinon-Vienne-et-Loire. Et puis enfin réparer, donc compenser ou réparer les sols, c'est cette séquence-là vers laquelle ça nous invite. Puis je vais m'arrêter là peut-être et pour passer une séquence voilà, plus d'échange et de débat et qui me permettra peut-être de m'appuyer sur les dernières slides pour vous répondre. Merci beaucoup. Merci de ce premier...